Et voici Seven Wonders, un jeu de Antoine Boza. C'est un jeu de cartes développement qui se joue de 3 à 7 joueurs à partir de 10 ans et qui est édité par Repos Productions. Au niveau matériel, 7 plateaux individuels qui correspondront à chaque joueur et qui représentent les 7 merveilles du monde, d'où le nom du jeu, Seven Wonders. C'est effectivement un jeu dans lequel nous allons tenter de construire des merveilles. Il y a 7 cartes associées aux 7 merveilles du jeu, ainsi que 3 gros paquets de cartes, marqués 1, 2 et 3 sur leur dos, 2 cartes d'aide, un bloc-notes qui servira à compter les points en fin de partie, des points de victoire de combat qui sont en exemplaire 1 point de victoire, 3 points de victoire et 5 points de victoire. Nous avons aussi des jetons moins 1 point de victoire, ainsi qu'un set de pièces de monnaie qui représentent 1 lorsqu'elles sont grises et 3 lorsqu'elles sont dorées. En début de partie, on va prendre les fameuses cartes représentant les 7 merveilles du monde, on va bien les mélanger et ensuite on va en distribuer une à chaque joueur. À leur dos, il y a présenté la merveille que ce joueur va pouvoir prendre en version plateau, comme ceci, donc par exemple le temple d'Artémis à Éphèse, et ces cartes ont deux côtés, un côté A et un côté B, c'est-à-dire qu'à chaque début de partie, quand on va les mélanger, on va bien les mélanger à l'envers et à l'endroit, de façon à ce qu'on, lorsqu'on les donne à un joueur, ce joueur va la prendre, et en fonction de la lettre qui est en haut de la carte qu'il a reçue, eh bien soit il prendra la face A, soit la face B du plateau correspondant. En effet, chaque plateau individuel a une face A et une face B qui changent un petit peu les règles. Pour une première partie, on jouera avec la face A, et ensuite, par contre, on distribuera les cartes au hasard et on pourra tomber soit sur A, soit sur B. Chaque joueur place son plateau devant lui sur la face correspondante, et chacun va recevoir 3 pièces. On prépare ensuite chaque paquet de cartes en fonction du nombre de joueurs. Effectivement, sur le verso des cartes, en bas, il y a un chiffre qui correspond au nombre de joueurs. Donc par exemple, s'il y a 3 plus et qu'on joue à 6, eh bien, on la mettra. On enlèvera toutes les cartes qui sont au-delà du nombre de joueurs que l'on est autour de la table. Donc par exemple, si on joue à 6, on enlèvera toutes les cartes qui auront un 7+. Si jamais on joue à 3, par exemple, on enlèvera toutes les cartes qui présentent un 4+, 5+, 6+, et 7+. On fait de même pour le paquet 2 et le paquet 3, et en plus de ça, dans le paquet 3, nous allons sélectionner toutes les cartes guildes, qui sont les cartes violettes du jeu. On prend ces cartes violettes, on va bien les mélanger face cachée, et ensuite on va en sélectionner un nombre qui correspond au nombre de joueurs plus 2. Par exemple, si nous jouons à 4 joueurs, on va prendre 4 cartes plus 2, donc 6 cartes qui seront tirées au hasard avant d'être remélangées dans le paquet 3. Les cartes qui n'ont pas été sélectionnées sont remises dans la boîte avec toutes les autres cartes que l'on a mises de côté. Face cachée, on ne regardera pas les guildes qui ont été mises de côté en début de partie. Alors une partie de Seven Wonders va se dérouler en 3 manches qui correspondent à ces 3 paquets de cartes, c'est-à-dire 3 âges différents, l'âge 1, l'âge 2 et l'âge 3, dans lequel chaque joueur va tenter de faire des constructions et faire avancer la construction de son monument. Chaque âge correspond donc à une manche, pendant laquelle, en début de manche, nous allons distribuer toutes les cartes présentes dans le paquet de l'âge correspondant. Donc par exemple, à l'âge 1, on va distribuer tout ce paquet, et logiquement, chaque joueur va se retrouver avec 7 cartes en main. Une fois que chaque joueur a reçu ces 7 cartes, il va choisir une des cartes de son choix de sa main et la poser face cachée devant lui, avant de disposer son paquet de cartes à gauche de son plateau de jeu. Donc toutes les cartes qui n'ont pas été sélectionnées, c'est-à-dire les 6 restantes, sont placées à gauche. Pour s'en rappeler, en fait, sur les cartes de l'âge 1, il y a un petit symbole de flèche sur la gauche, ça veut dire quand j'ai fini de sélectionner ma carte, je pose mon paquet sur la gauche. Exemple à 4 joueurs, chacun a sélectionné sa carte et posé son paquet sur sa gauche. Une fois que tout le monde a fait ça, simultanément, nous allons pouvoir jouer notre carte. Dans les premières parties, vous pouvez décider de jouer cette carte à tour de rôle, mais sinon ça peut être simultané. Alors avec sa carte, un joueur a plusieurs choix. Il a 3 choix différents. Le premier choix est tout simplement de défausser cette carte sur une défausse commune qui sera placée au centre du jeu, afin de recevoir immédiatement 3 pièces en échange de cette défausse. Deuxième possibilité,
Ça va être de placer cette carte face cachée sous son plateau de jeu, à l'endroit correspondant à la construction de sa merveille. Sur les merveilles, en fait, il y a différents emplacements comme ceci que l'on pourra construire en partant de la gauche et en allant vers la droite. Pour pouvoir faire cette construction, ce joueur devra pouvoir régler le coût de construction de sa merveille qui est dessiné à cet endroit-là sur sa carte. Par exemple, pour la grande pyramide de Gizeh, poser sa première carte et entamer la première construction de sa merveille va coûter 2 pierres qu'il faudra avoir en stock. Je vous expliquerai un petit peu ça plus tard. Ou bien, dernière possibilité, ça va être de poser cette carte au-dessus de sa merveille, puisque chaque carte représente un bâtiment différent que les joueurs peuvent construire. Celui-ci est par exemple un bain, et pour pouvoir le construire, il me faudra une pierre. Une fois que chaque joueur a fait son action avec sa carte, eh bien il va pouvoir récupérer le paquet qui lui a été laissé par son joueur de droite. Et donc chacun va récupérer le paquet d'un autre joueur. On va regarder ce paquet, on va pouvoir sélectionner à nouveau une carte que l'on posera face cachée avant de remettre son paquet sur sa gauche. Ensuite, chacun fera l'action avec sa carte, on reprendra à nouveau le paquet distribué par sa droite, et ainsi de suite, jusqu'au 6e et dernier tour. Nous avions effectivement 7 cartes en main au début, mais nous n'allons pas jouer cette carte, nous n'en jouerons que 6 lors d'un âge. Lors de la dernière arrivée de cartes, on aura donc 2 cartes à choisir, on en prendra une face cachée et la dernière sera immédiatement défaussée et non pas passée au dernier joueur. On aura donc joué en tout 6 cartes pendant une manche. Dans Seven Wonders, il y a 7 sortes de bâtiments différents qu'on peut construire et qui correspondent à une couleur comme ceci, donc qui sont facilement identifiables comme cela. Nous avons tout d'abord les bâtiments qui vont nous permettre de recevoir des matières premières. À chaque fois qu'on va construire un tel bâtiment, nous le placerons comme ceci, sous son plateau de jeu, en décalé sur la gauche. Et donc on pourra accumuler petit à petit au fur et à mesure du jeu des bâtiments comme ça, qui sont des bâtiments de production de matières premières. Le rond en haut indique quelle matière première on recevra pour avoir construit ce bâtiment, et cette matière première sera disponible pendant toute la durée de la partie. Sur le côté, en bas à gauche, il y a marqué le nom du bâtiment. Effectivement, dans le jeu, nous n'aurons jamais le droit de construire 2 fois le même bâtiment, c'est-à-dire un bâtiment avec le même nom qu'un autre bâtiment déjà construit. Les bâtiments à matière première nous permettront de récupérer les 4 matières premières différentes du jeu, que sont l'argile, l'or, le bois et la pierre. Si beaucoup de bâtiments sont gratuits à poser, donc par exemple ce bâtiment-là est gratuit parce qu'il n'y a rien de dessiné dans le coin supérieur gauche de la carte, certains par contre vont être payants, soit en matière première, soit en argent. Par exemple, celui-ci, la fosse argileuse, coûte 1 pour avoir le droit d'être posé en jeu. Donc si je désire le poser sur mon jeu, je devrais absolument payer 1 à la banque. Pour la production, lorsqu'il y a une petite barre comme ceci, ça signifiera « ou ». C'est-à-dire que, lors d'un tour, je pourrai soit récupérer de l'argile, soit récupérer de l'or en ce qui concerne la fosse argileuse. Les bâtiments gris vont, eux, nous permettre de recevoir des produits manufacturés que sont le tissu, le verre et le parchemin. De la même façon que les premiers bâtiments, ils seront aussi placés dans l'angle supérieur gauche de notre plateau de jeu. Nous avons ensuite des bâtiments civils en bleu qui, eux, nous permettront de recevoir tout simplement des points de victoire qui seront comptabilisés en fin de partie. Ceux-ci seront posés devant soi sur la table de façon à ce qu'on voit bien leur nom, car il est toujours interdit de construire 2 bâtiments identiques. Il y a aussi des bâtiments scientifiques en vert qui, eux, nous permettront de gagner des points de victoire en fin de partie grâce aux 3 différentes icônes qui se trouvent sur eux. Nous avons les icônes écriture, les icônes mécanique et les icônes recherche. De la même façon que pour les autres bâtiments, on peut les poser devant soi, à condition, bien sûr, d'avoir à disposition la matière première nécessaire dans ces matières premières. Alors, petite précision sur le commerce. Qu'est-ce que c'est que le commerce? Eh bien, ça va vous permettre de commercer avec les cités qui sont adjacentes, c'est-à-dire avec votre joueur de droite et votre joueur de gauche.
Comment ça se passe? Eh bien, au moment où je veux faire une construction, et si je n'ai pas la matière première nécessaire pour pouvoir la construire, donc là, par exemple, pour construire un atelier, il me faudrait du verre et je n'en ai pas. Si un de mes joueurs à droite ou à gauche dispose de verre, donc là, par exemple, mon joueur de droite a à sa disposition du verre, je peux tout à fait lui donner 2 pièces pour recevoir ce verre et avoir le droit de poser mon atelier en jeu. Le joueur concerné ne peut pas refuser cette offre, donc il est obligé de prendre mes 2 pièces de monnaie en échange de ce verre, et à son tour, il pourra lui aussi parfaitement utiliser son propre verre, hein, il n'y a pas de problème. Il y a ensuite les bâtiments commerciaux qui permettent d'avoir des avantages pour le commerce. Alors par exemple, la taverne, si je la pose en jeu, elle ne coûte rien en fait en construction, et elle me permet de recevoir immédiatement 5 de la banque. Mais certains autres bâtiments ont des capacités spéciales qui me permettent d'avoir un meilleur commerce. Par exemple, le comptoir Est me permet d'acheter à mon joueur de droite les matières premières représentées ici pour seulement 1 au lieu de 2. Effectivement, je viens de vous dire que lors de la phase de commerce, on peut acheter pour 2 n'importe quelle matière à son joueur de droite ou de gauche. Et bien, si j'ai construit un comptoir Est, je pourrais acheter à mon joueur de droite une de ces matières pour 1. Il y a aussi des comptoirs ouest qui permettent d'acheter à son joueur de gauche pour 1, et il y a certaines cartes, comme le marché par exemple, qui permettent d'acheter n'importe laquelle de ces matières premières, soit à droite, soit à gauche, pour 1. Enfin, dernier type de bâtiment que l'on trouve à l'âge 1, ce sont les bâtiments militaires. Alors les bâtiments militaires, eh bien, comme les autres, il faudra que je paye pour avoir le droit de les poser devant moi, et ils vont me donner un bonus pour les combats qui vont se dérouler en fin de manche. Effectivement, nous allons finir l'âge 1, et à la fin de l'âge 1, nous allons régler les combats entre les cités, qui se passent entre cités adjacentes. Alors comment ça se passe? Eh bien c'est très simple, on va tout simplement compter le nombre de points des bâtiments militaires de chacun des joueurs, qu'on va comparer avec son joueur de droite et son joueur de gauche. Dans cet exemple-là, par exemple, j'ai 2 points apportés en militaire grâce à mes 2 bâtiments militaires, alors que mon joueur de droite n'a qu'un seul point. Donc ça veut dire que lors de cette fin de manche, je vais remporter une victoire militaire qui va me rapporter 1 point. Je vais donc prendre un jeton, 1 point de victoire militaire que je vais placer de ce côté-ci de mon plateau pour montrer que j'ai gagné le combat contre mon joueur de droite. Et celui-ci, comme il a perdu le combat, il va tout simplement mettre sur son plateau un marqueur -1. Je compare ensuite avec mon joueur de gauche, qui lui a autant de bâtiments militaires que moi dans cet exemple. Si les deux ont le même nombre de bâtiments militaires, eh bien personne n'a de marqueur ni positif ni négatif, il ne se passe rien. Évidemment, dans le cas où il aurait eu plus de bâtiments militaires qui lui rapportent 3 ici et contre 2 ici, eh bien c'est moi qui prends un -1 et lui qui prend un +1. À la fin du tour, j'ai donc 1 et -1, ça me fait 0 dans ce cas-là. Si on avait eu une autre égalité, j'aurais eu 1 point de victoire de gagné grâce au combat de cette fin de premier âge. La manche 2 se déroule comme la première, au petit détail près que, après avoir choisi la carte que je désire jouer, eh bien, au lieu de poser le paquet de cartes restant sur ma gauche, je vais le poser sur la droite de mon paquet. C'est pour ça que ce petit symbole fléché est dessiné en bas à droite pour se rappeler que pendant toute la durée du tour 2, eh bien, les cartes seront distribuées dans le sens inverse qu'au premier âge. À la fin de l'âge 2, on fait à nouveau des conflits militaires entre cités, mais cette fois-ci, les gagnants vont recevoir 3 points de victoire au lieu de recevoir les 1 comme dans l'âge 1. Par contre, lorsqu'on perd, on reçoit toujours que -1. On peut ensuite passer au paquet 3, de la même façon que les 2 premières manches, sauf que dans ce paquet, en plus des bâtiments classiques que nous avons vus jusqu'à présent, vont se trouver aussi des bâtiments violets qui sont les bâtiments guildes. Nous avons vu qu'en début de partie, nous en avons mis seulement un certain nombre en jeu. Ces bâtiments de guildes sont plus difficiles à construire et vont nous rapporter des points de victoire supplémentaires en fin de partie.
Lors de l'âge 3, on fait à nouveau nos 6 poses de cartes à chaque tour, et une fois l'âge 3 terminé, nous ferons les derniers conflits qui cette fois-ci rapporteront 5 points au vainqueur, et toujours moins un point pour les perdants des conflits à droite et à gauche. Cette résolution effectuée, nous finissons donc la partie, il ne reste plus qu'à compter les points grâce au petit bloc-notes qui nous indique dans quel ordre on va compter les points. Alors tout d'abord, on va commencer par le rouge, c'est-à-dire les victoires militaires. C'est très simple, chacun va tout simplement compter le total de ses points de victoire militaire, c'est-à-dire en comptant en positif les pions rouges et en négatif les -1 qu'il aurait pu recevoir, et chacun va noter son score sur la feuille. Ensuite, on compte l'or. L'or va nous rapporter un point de victoire pour 3 pièces récupérées en cours de jeu. Donc là, par exemple, vu que ces pièces-là valent 3, eh bien ça me fait donc un point de victoire. Celles-ci, je peux les remplacer par une grosse pièce d'ailleurs et faire la monnaie. Comme ça, c'est plus simple à compter. Chaque pièce d'or va nous rapporter un point de victoire, alors que les petites ne rapportent rien. Ensuite, on compte les points apportés par la construction des merveilles. C'est assez simple, il suffit de noter les points de victoire qui ont été apportés par la construction de ces merveilles. Donc là, par exemple, pour la grande pyramide de Gizeh, si j'avais construit les 3 premières étapes, ça me rapporterait tout simplement 5 et 5, 10 et 3, 13 points de victoire. Ensuite, on compte les points apportés par les bâtiments bleus. On fait le cumul des points présents sur les cartes bleues qu'on a construites. Ensuite, les points apportés par les cartes orange, les cartes de commerce, effectivement, certaines d'entre elles donnent des points de victoire en fin de partie. Ensuite, les points apportés par les cartes violettes, c'est-à-dire les guildes. Et enfin, par les cartes vertes, les cartes scientifiques. Alors pour les cartes scientifiques, voilà comment sont comptés les points. En fait, suivant déjà le symbole qui est présent sur ces cartes, plus j'ai de cartes du même symbole, plus ça va me rapporter 2 points de victoire en faisant tout simplement le carré du nombre de cartes que j'ai dans le même symbole. Donc là, par exemple, si j'ai 3 fois le symbole écriture, eh bien on va compter 3 fois 3, je vais gagner 9 points de victoire pour cette série-là. Ici, il y a 2 symboles de roue dentée, eh bien ça fera 2 fois 2, 4 points qui viennent s'ajouter aux points de la première colonne. Et ici, je n'ai qu'une seule carte, donc 1 fois 1, 1 point. Et ensuite vont s'ajouter 7 points supplémentaires par série de 3 cartes différentes. Donc là, par exemple, j'ai une seule série de cartes différentes qui me rapportera donc 7 points de victoire supplémentaires. Vous comprenez donc qu'avec ce système-là, eh bien, les cartes vertes ont une importance certaine pour le gain de la partie. Voilà, le joueur qui a obtenu le plus gros score cumulé grâce à tous ces points de victoire-là remporte tout simplement la partie. Voilà pour Seven Wonders, un excellent jeu qui permet de jouer jusqu'à 7 joueurs, c'est à noter, c'est quand même assez rare dans les jeux de cartes et de réflexion, et qui en plus est un jeu de développement, ce qui est aussi assez rare dans le type jeu de cartes. Voilà, merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.